Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour relancer cette nouvelle saison du Samedi Politique. On commence tout de suite. Le Covid-19, épidémie mortelle pour les libertés individuelles. Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement n'a eu de cesse de rogner une part de nos libertés. Les mesures actuelles sont-elles légitimes? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mon invité. Bonjour Philippe Murer, merci d'être avec nous. Bonjour Élise. Alors on vous connaît bien maintenant pour parler du Covid. Je le rappelle parce que, après tout, il ne faut pas hésiter à se lancer des fleurs soi-même, mais on a jusqu'ici dit très peu de bêtises dans toutes les émissions qu'on a fait auparavant. Oui. Et quand on regarde régulièrement la télévision, on se dit que c'est un motif de satisfaction. Oui, tout à fait. Des émissions avant le confinement. Exactement. Alors, pour vous présenter, on le sait, vous êtes économiste, spécialiste des questions environnementales, écologiques. Vous avez fait paraître un dernier ouvrage, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. C'est chez Jean-Cyril Godefroy, je crois que c'est la collection de Perspectives Livres ou du Cercle Aristote. Du Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron. De Pierre-Yves Rougeron. Alors pour commencer, monsieur, on doit préciser tout de suite qu'on enregistre cette émission. Nous sommes vendredi midi. Par conséquent, Emmanuel Macron n'aura pas encore pris la parole puisqu'il doit s'exprimer ce soir à 20h. Et l'émission sort le samedi. On ne va pas se lancer dans l'art divinatoire des mesures qu'il va annoncer. On va essayer de voir ce qui est le plus plausible, évidemment. On sait aujourd'hui que les chiffres de l'épidémie sont très faibles comparativement, évidemment, aux premières émissions qu'on a pu faire ensemble où le pic battait son plein. Aujourd'hui, on est à quelques dizaines de morts par jour, très peu d'hospitalisations finalement, même si les cas sont très nombreux. On va l'expliquer en partie à cause des tests. On voit qu'il y a certaines villes où le virus semble se concentrer. La première, c'est Marseille, c'est peut-être opportun, c'est ce qu'on verra par la suite. Il y a également Paris, évidemment, l'Île-de-France, une zone très concentrée, Lyon et Bordeaux. Alors, pour peut-être commencer, j'aimerais évoquer un sujet qui me tient à cœur. Parmi les mesures qui ont déjà commencé à sortir récemment, Christian Estrosi a décidé de bloquer les visites dans les EHPAD. Alors ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait pendant le confinement. Les personnes âgées dans les EHPAD n'avaient plus le droit de voir leur famille, y compris quand elles étaient malades et quand elles étaient en fin de vie. Les proches ne pouvaient pas les accompagner. Et on a vu finalement qu'il y avait un syndrome de glissement terrible et que, quelque part, ce n'était pas forcément une mesure très pertinente. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les isoler. Apparemment, les gens dans les EHPAD sont très malheureux quand ils n'ont pas de visite. C'est ce que disent le personnel des EHPAD. Et c'est vrai que c'est un petit peu une surréaction. On pourrait imposer un masque, imposer des protocoles sanitaires très stricts, mais permettre aux gens de voir leur famille. Mais c'est un peu le concours pour trouver la mesure la plus forte, la plus liberticide et la plus antifamiliale. Puisque on nous a parlé aussi de limiter le nombre de réunions familiales, le nombre de personnes par famille. Enfin, on ne comprend pas où ils veulent en venir. Et alors c'est amusant parce que Jean Castex, pendant sa conférence de presse à la rentrée, a bien précisé que les papis et mamies, j'insiste sur les termes parce que je trouve ça fabuleux, ce manque de respect pour les seniors, les papis et mamies, comme si c'était des sous-personnes ou des sous-citoyens, avec les enfants qu'ils ne devaient pas aller chercher à l'école, surtout parce que pour renforcer peut-être la fracture générationnelle, on ne sait pas trop. Ah bon, c'est pas trop. Il ne faut pas sous-estimer la bêtise, je veux dire, de ce gouvernement et d'une grande partie de la classe politique aujourd'hui. Comme le disait Chateaubriand, c'est d'abord l'âge des supériorités, l'élite est supérieure, l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Là, on est dans l'âge des vanités, avec de l'incompétence mêlée à de l'arrogance qui est insupportable. Effectivement, on ne voit pas du tout pourquoi ils n'ont pas le droit d'aller chercher les enfants à l'école, surtout avec un masque qui protège, quoi. Donc c'est assez étrange, quoi, tout cela. Alors avant de parler des fameux masques qui va occuper une partie de cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur les tests très rapidement, parce que là encore, il y a une chronologie à établir. Pendant que l'Allemagne faisait presque 100 000 tests par semaine, la France peinait à arriver à 10 000 au début. À mon avis, 400 000, non même au début de la crise, peut-être ça a commencé un peu moins fort, mais enfin, on était complètement à la remorque. Oui. Et alors aujourd'hui, on est très fiers, ou du moins je ne sais pas, mais Olivier Véran est très fier d'annoncer que la France fait à peu près 1 million de tests par semaine. Alors c'est 1 million de tests au prix de beaucoup d'attentes, puisqu'on voit les queues indéfinissables dans les villes de France. Est-ce que c'est très rationnel, ça aussi ? Alors c'est très bien de faire un test. Mon fils, par exemple, il avait un ami qui commençait à avoir mal à la tête, des problèmes, un petit peu de fièvre. Il a fait un test Covid.
Je trouve que c'était une très bonne idée. S'il l'avait eu, mon fils l'aurait fait. Donc dans des cas individuels, c'est très bien. Le problème qu'on a, c'est surtout la façon dont on fait les tests, parce que les tests sont trop sensibles. Et donc on trouve des gens, en fait on trouve énormément de faux positifs. Sur 1 million de tests, il y aurait au moins 3% de faux positifs, donc 30 000 personnes à qui on dit qu'ils ont... C'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin, qui ont le coronavirus dans la semaine alors qu'ils l'ont pas. Et tout simplement parce qu'en fait le test détecte soit des bouts de virus morts. Donc vous avez été positif il y a très longtemps, vous l'avez eu il y a très longtemps, où vous avez eu quelques virus sans avoir aucune infection grave, ou alors vous êtes infecté très faiblement. Et donc à partir de ce moment-là, votre organisme combat très bien le virus et en fait le virus, vous n'êtes absolument pas contagieux. Et donc ça pose un problème, ça donne une impression d'angoisse, d'épidémie qui remonte alors que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, un petit parallèle, en plus de cela, on sait que le virus, enfin on sait, beaucoup de scientifiques, en tout cas moi ceux que je regarde et ceux en lesquels j'ai confiance, disent que le virus a muté et qu'il est moins dangereux. Donc ça c'est quelque chose d'important. On n'est plus du tout dans le cas au début du confinement, au moment où on s'est confiné, et où la Chine avait envoyé des mensonges en disant qu'il y avait 5% de cas graves parmi les gens, 15% de cas sévères, et donc on avait un risque de mortalité énorme. Là on sait que le risque de mortalité est très faible. On le voit dans les chiffres en tout cas. On le voit dans les chiffres passés, 0,5%, et on a l'impression qu'il est encore plus faible parce que le virus a muté. Autre chose que ne dit pas du tout les médias, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une immunité naturelle qui est en train, semble-t-il, de se former dans certains pays. Première chose, la Suède qui a eu autant de cas et de morts que la France, grosso modo. Sans le confinement. Sans le confinement, sans mesure. Ils ont pris un sacré pari quand même à l'époque, mais ça a marché. Eh bien, le virus a quasiment disparu, il n'y a plus aucun mort, et c'est une ligne droite de descente depuis 3 mois. Donc on voit qu'il y a une immunité naturelle potentielle et qui s'établit à un niveau très bas. On voit pareil des signes très encourageants aux États-Unis où ça fait 1 mois et demi que ça descend. On a 2-3 fois moins de cas qu'il y a un mois au pic de l'épidémie. Donc ça descend naturellement, alors qu'il n'y a pas tant de gens qui ont été touchés, probablement 20% de la population aussi environ, et pareil au Brésil où il y a peu aussi de mesures barrières, peu de précautions. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit une hypothèse très intéressante et très positive. Ça dit que potentiellement quand on a 20% de la population touchée, on a une immunité naturelle. Pourquoi les scientifiques, on semble avoir une immunité naturelle pour être prudent. Les scientifiques disent que le fait d'avoir eu des coronavirus du rhume, ceux qui ne sont pas dangereux et qui sont dans la nature depuis des années, pourrait en fait nous immuniser contre le coronavirus. C'est la fameuse immunité croisée, je crois. Immunité croisée. Et donc on sera en train d'atteindre le seuil d'immunité naturelle dans beaucoup de pays, plus le virus qui se dégrade. Tout ça, ça donne un panorama qui est 100 fois moins anxiogène que ce que nous dit le gouvernement. Alors 100 fois moins anxiogène, mais 100 fois plus liberticide tout de même. Oui. On a vu, là encore, si on prend la chronologie, les masques étaient inutiles, devaient être réservés au personnel soignant, dont la plupart, notamment les libéraux, subissaient les carences de tout cela. D'ailleurs, ils ont payé un lourd tribut pendant la crise. Ça a été quasiment les plus touchés des personnels soignants. Et aujourd'hui, alors on voit fleurir des obligations de port du masque un peu partout. Alors évidemment, dans un premier temps, c'était concentré sur les lieux clos, ce qu'on peut, je crois, parfaitement entendre sans voir là non, mais c'est même très bien dans les lieux clos. Parce qu'il faut faire attention, parce que finalement, avec les excès du gouvernement, on a tendance à avoir des réflexes pavloviens qui tendent à dire bon, le masque, il y en a marre, etc. Ça peut avoir une petite utilité dans certains cas. Évidemment, quand les deux, enfin quand tout le monde en porte, etc., puisqu'on sait que le receveur est moins protégé, c'est surtout pour arrêter celui qui le porte. Ça protège a priori. le receveur aussi. Ouais. En tous les cas, aujourd'hui, il faut mettre un masque dehors. Dans les grandes villes, à Paris, on doit mettre un masque tout le temps. On doit même le mettre en scooter, en théorie. C'est un peu surréaliste, là. Vous avez raison. Et vous avez décrypté un effet secondaire de la politique de gribouille du gouvernement. C'est que les gens ont envie de dire, puisqu'ils nous racontent n'importe quoi, parce qu'on sait que le masque en extérieur ne sert à rien. Les scientifiques disent, il n'y a aucune preuve scientifique. Il y a eu les manifestations, en fait, Traoré, qui n'ont fait aucun pic épidémique. Bien plus, la fête de la musique dans la rue. Il n'y a aucun pic épidémique lié à ce moment-là qu'on peut retrouver comme trace. Donc le problème du masque dans la rue, ça ne sert à rien. Effectivement, il y a un effet secondaire, c'est que ça dit aux gens, on a envie de laisser tomber toutes les mesures. Alors que le masque dans les milieux clos est tout à fait utile. Moi, je le portais même quand le gouvernement disait qu'il ne fallait pas le porter, début mars. Est tout à fait utile parce qu'il y a les aérosols qui peuvent, si quelqu'un éternue, il peut y avoir des aérosols pendant près d'1 heure dans un magasin. Et donc, c'est un vrai problème. Après, ils peuvent être recyclés par la ventilation. Bien sûr. Par la clim, et on sait que c'est un problème majeur. Mais ce que ça dit quand même,
Moi j'ai envie de le dire, c'est que le masque ne sert à rien d'Olivier Véran. Au pic de l'épidémie, ça, c'était quand même tout à fait scandaleux. Parce que c'est de dire aux personnes âgées, moi j'en ai vu beaucoup, aller dans les supermarchés sans masque et à ce moment-là se contaminer. Donc, je pense aux transports en commun aussi pendant le confinement qui fonctionnaient toujours et les personnes qui devaient prendre les transports en commun les prenaient sans masque, y compris le personnel soignant. Oui, et là-dessus, Véran a un comportement et a eu des paroles criminelles, puisque très probablement ça a fait que beaucoup de personnes ont été contaminées et des personnes âgées ont été tuées par cet énorme mensonge. Le masque ne sert à rien, alors qu'on sait très bien, dans toutes les études scientifiques, que le masque est très utile pour les maladies respiratoires. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus, et on a l'impression, moi je pense qu'ils essayent de voir aussi, il y a une façon de faire qui est de dire, est-ce qu'on peut dresser les Français? Est-ce qu'on peut les museler avec le masque, les empêcher de manifester ou des choses comme ça? Et est-ce qu'on peut aussi les dresser et les habituer à faire n'importe quoi, à leur demander quelque chose dont tout le monde sait que ça ne sert à rien, mais à leur imposer de le faire pour les dresser? Alors il y a quand même un élément qui ne porte pas sur les Français en tant que tel, enfin sur une petite catégorie en tout cas, c'est que, comme vous l'avez dit, les masques étaient inutiles, mais ils étaient aussi interdits de vente finalement aux citoyens lambda, il fallait les réserver pour le personnel soignant. Du coup, les pharmaciens ont été empêchés de faire leur métier. Je me rappelle d'un pharmacien d'ailleurs sur un plateau de télévision qui disait qu'on les empêchait de faire leur métier. Tout cela pour que quelques mois plus tard, on apprenne que la grande distribution, qui a été particulièrement efficace, bien sûr, et qui, d'un seul coup, a trouvé beaucoup de stocks de masques à vendre, finalement, soit quasiment en situation de monopole pour vendre les masques aujourd'hui, quoi. Ah oui, mais ça a été n'importe quoi, d'autant plus qu'il y a des gens... Le trafic de masques était autorisé officieusement par le gouvernement. Tant qu'on ne faisait pas trop d'argent avec, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont acheté des masques pour, par exemple, moi je connais des gens, pour réouvrir leur filière. Alors ça, on ne peut pas dire que c'est mal. Ils les ont achetés en Chine. Ils n'ont pas appliqué au gouvernement français. Ils ont acheté en Chine et ils les ont distribués ensuite à tous les gens avec qui ils travaillaient. Ce qui a permis de réouvrir leur filière. Et plein de gens ont fait ça en douce pendant que les pharmaciens n'avaient pas le droit de vendre des masques. Donc c'est sûr que c'est quand même particulier. Alors on a vu, donc après ces obligations de port de masque à l'extérieur, beaucoup de gens se rebeller, on va dire, et on a vu notamment des recours administratifs contre ces arrêtés préfectoraux, parce qu'on verra d'ailleurs que systématiquement maintenant on ne parle plus de décisions nationales qui viennent du gouvernement, ce sont des arrêtés préfectoraux. Alors c'est marrant parce que vu le dénigrement qui a eu lieu sur les collectivités territoriales au début de la crise, c'est assez amusant de leur faire porter le chapeau maintenant. Quoi qu'il en soit, on a interrogé Maître Divisio, qui est spécialiste des questions de santé publique, et il a déposé plusieurs de ces recours, et il représente à la fois un collectif de soignants, C19, et un collectif d'associations de victimes du Covid-19. On va l'écouter. On est en train de saisir l'ensemble des juridictions administratives de France contre les arrêtés préfectoraux imposant le port du masque à l'extérieur lorsque cette obligation est générale. C'est-à-dire que typiquement, comme c'était le cas à Strasbourg, comme c'est le cas à Lyon ou à Paris, on ne comprend pas. Donc tout ça est très général, trop général. Et ce que nous voulons, c'est que le juge vienne remettre de l'ordre là-dedans. Si vous voulez, de la proportion. On ne peut pas continuer à porter le masque en extérieur tout le temps et n'importe comment parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la question et parce que ça ne se justifie pas sanitairement. Je pense qu'il y a un consensus sur l'inutilité du masque à l'extérieur surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on arrête de me parler de consensus, parce que concrètement, le Haut Comité de Santé Publique, je trouve ça extraordinaire. Ce gouvernement passe son temps depuis 6 mois à vous expliquer qu'il s'appuie sur la décision scientifique. Il aurait peut-être dû rajouter celle qui m'arrange. Parce que concrètement, dans l'histoire, le Haut Comité de Santé Publique vous dit clairement que le port du masque n'est pas obligatoire à l'extérieur. Le ministère du Travail vous dit les salariés ne sont pas obligés de porter le masque à l'extérieur, mais les préfets vous disent « Ah non, sanitairement, vous comprenez, c'est important de le porter à l'extérieur ». Alors soit il y en a un qui protège trop, soit c'est les autres qui ne protègent pas assez. Et entre les deux, effectivement, mon cœur ne balance pas tellement. C'est devenu une mesure pour montrer à la population qu'on fait quelque chose. On entre dans la modernité, dans l'ère post-moderne, lorsque maintenant on met un masque. Et vous êtes un égoïste quand vous ne voulez pas le mettre. On a classifié les gens entre les bons, les gentils, qui sont pour le port du masque général et absolu, et les méchants qui, effectivement, veulent contaminer les autres. Ok, la vérité, elle est beaucoup plus simple que ça, scientifiquement. À l'extérieur, ça ne se justifie pas. Et donc, pendant toute cette période d'entre-deux, entre mai et maintenant, où l'incertitude sur le virus était palpable, on n'a rien fait. Il a fallu attendre juillet pour que les premières mesures soient prises sur les lieux clos. C'est-à-dire quoi?
que finalement, nous avons une avalanche de non-sens. Une avalanche, je pense vraiment, hein, je le dis de manière constante, que le bon sens a disparu avec la naissance de cette épidémie. Nous avons un gouvernement qui a manifesté une incapacité à s'adapter, à faire de la politique de santé publique, et aujourd'hui, il est comme perdu. Il veut nourrir des intérêts contradictoires, et donc finalement, il est complètement paumé. Alors, le gouvernement est complètement paumé. Alors, j'aimerais revenir sur ce terme parce que beaucoup de téléspectateurs me font le reproche d'utiliser trop souvent le terme d'incompétent ou d'inconséquent de la part du gouvernement parce que certaines personnes considèrent qu'ils font exprès d'être aussi mauvais. Non, ils sont vraiment très nuls. Vous savez, j'ai fait une campagne présidentielle et j'ai vu le niveau, par exemple, en écologie et en économie, d'autres candidats, d'autres partis, de grands partis politiques. Et la nullité était impressionnante, quoi. Donc, il ne faut pas oublier une chose, ne jamais oublier une chose. Ils passent leur temps à obéir aux organisations multinationales. L'OMS sur le Covid, où ils ont passé leur temps, l'Union européenne sur le reste. Ils n'ont plus besoin de penser, ils n'ont besoin que d'appliquer et de faire des discours et de faire du théâtre en faisant croire que c'est eux qui ont pris la décision, alors que c'est l'Union européenne qui leur impose. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir du complot partout. Il y a de l'incompétence et de l'arrogance, même si parfois ils s'arrangent effectivement sur le masque pour museler. C'est vrai. Tout ça est complexe, c'est fouillis. Et surtout, ce ne sont absolument pas des chefs, parce qu'un chef, il montre l'exemple. Macron, il enlève son masque pour tousser, devant des gens, dans un milieu clos. Incroyable. Mais il aime les masques, il les mange, visiblement. Je ne savais pas. Et Bayrou, François Bayrou, commissaire au plan, je veux dire, donc qui va être un haut personnage de l'État, il se retrouve dans une salle où tout le monde a un masque et puis lui, il n'a pas de masque. Donc ça, et puis Castaner, hier aussi, il y a eu une vidéo, il était au Palais Brognard apparemment, il venait d'être élu, il était tout content, il n'avait pas de masque. Et donc, voilà ces gens-là. Or, l'autorité, les chefs doivent respecter les consignes qu'ils donnent aux citoyens. C'est la condition pour que ça se passe bien dans une société. Oui, et puis pour qu'on pense que c'est utile, tout simplement. C'est clair, c'est un peu difficile à comprendre, sinon. Alors, si on fait abstraction de ce zèle avec les masques, on peut voir qu'à contrario, il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas été prises, qui auraient pu être prises pendant la crise. Et je pense évidemment à la fermeture des frontières, dès le départ, dès que l'on voit l'épidémie arriver, bien sûr. Mais pendant les vacances, on nous avait un temps expliqué qu'il allait falloir privilégier les vacances sur le territoire national. Alors ça, c'est pour les Français, mais par contre, à peu près l'intégralité de la planète pouvait venir en vacances en France sans être inquiétée. C'est clair. Ça dit plusieurs choses. La première chose, ça dit une prégnance de l'économie sur le reste, sur la vie et sur l'intérêt des Français. La deuxième chose que ça dit, en fait, toutes ces mesures contradictoires, c'est qu'en fait, le gouvernement est guidé par une idéologie sans frontiériste et de mondialisation, et que c'est une catastrophe qui met les Français en danger. Par exemple, les avions dont vous parlez, qu'on n'a pas arrêtés, qui venaient de Chine alors que l'épidémie était terrible en Chine, eh bien cela, c'était pour laisser les frontières ouvertes, alors qu'on savait très bien que le virus allait passer et que ça créait un risque pour la population. Pareil, après, venant d'autres pays, on n'a pas fermé les frontières parce qu'il fallait que les frontières restent ouvertes au nom de la mondialisation. Et on a eu tout un tas de mesures comme ça. J'en ai une autre, le supranational. En fait, on doit obéir au supranational et à l'OMS, qui a dit un nombre de bêtises incroyables, puisqu'ils ont dit qu'il fallait que les frontières ne soient pas ouvertes et beaucoup d'autres bêtises. Soient pas fermées. Soient pas fermées, pardon, et beaucoup d'autres bêtises. Et donc, on obéit bêtement au supranational, ce dont on parlait tout à l'heure. On a l'impression qu'on est les premiers de la classe, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de pays qui ont choisi de fermer les frontières, au moins temporairement. Et j'ai constaté pendant les vacances un article dans le Parisien qui s'affiche à l'écran, que j'ai trouvé fabuleux, où finalement, c'était des Espagnols qui expliquaient qu'elles envisageaient de partir à Londres, mais comme Londres appliquait une quarantaine, elles avaient préféré Paris. Ah oui, formidable. Donc, mais cette perte du bon sens, c'est exactement ce que disait Sonia Mabrouk, en fait, en s'adressant aux élites dans le dernier livre qu'elle a sorti, la journaliste d'Europe 1, où elle dit « La France a perdu complètement son bon sens ». Enfin, les élites françaises ont perdu leur bon sens. Alors, ce deux poids, deux mesures donne effectivement l'impression que le gouvernement, finalement, est plus enclin à prendre des mesures coercitives, qui bloque les Français, qui rogne encore une fois sur les libertés des Français, mais qui, pour lui, n'a pas d'incidence particulière. À plus forte raison, comme vous l'avez dit, pour le masque, ils ont des arrangements très personnels. Dans ce cadre, je vous propose d'écouter une députée qui a été élue avec l'étiquette La République En Marche. Elle est partie depuis avec la scission EDS. Elle est députée dans le Bas-Rhin, c'est Martine Vonner.
Moi, j'aimerais vraiment mettre un focus ce matin, mesdames et messieurs, vraiment c'est important que vous compreniez que dans notre pays, aujourd'hui, c'est la démocratie qui est malade du Covid. Les mots sont forts. Pourquoi ? Parce que depuis le 16 mars, où l'histoire a en tout cas commencé officiellement pour vous, où on vous a demandé de façon unilatérale, puisque les parlementaires que nous sommes et on vous représente au plus haut niveau de l'État, vous avez été confinés de façon stricte en plus et de façon généralisée. Et très rapidement, à l'Assemblée nationale, il y a une loi, la loi du 23 mars, qui a fixé ces règles qu'on a appelées la loi d'état d'urgence sanitaire. Et c'est là qu'on s'est assis complètement sur les droits inaliénables qui sont dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous vivons est totalement illicite en matière de privation de liberté. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre. Alors c'est des propos particulièrement durs, surtout pour une élue de l'ex-majorité. C'est assez surprenant. Oui, c'est vrai. Et en plus, elle a suivi des études de médecine. Elle est psychiatre. Elle est psychiatre, absolument. C'est vrai, et c'est vrai que ce qu'elle dit. Alors moi, je le pondérais un tout petit peu. Je suis d'accord, mais c'est la loi d'état d'urgence sanitaire. Si on risque d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de morts par jour, elle est logique. Or là, on n'a plus de morts, et la loi d'état d'urgence sanitaire, où une partie de cette loi est sans arrêt prorogée. La liberté de manifester est toujours pas là. La liberté de... Elle est prorogée officieusement, finalement. Alors, elle a été prorogée jusqu'au 31 octobre, une partie importante de privation de ses libertés. Mais pas l'intégralité de l'état d'urgence sanitaire qu'on a connu pendant le confinement. Pas l'intégralité, mais une partie importante de privation de liberté. Et là, c'est scandaleux parce qu'effectivement, il n'y a plus besoin de priver comme ça, d'avoir une loi très dure de privation de liberté. On peut le faire au cas par cas si besoin. Et en fait, il y a une loi qui va être... En fait, cette loi va être prorogée, on le sait, jusqu'au 30 mars 2021. Donc en fait, ils vont faire quoi ? Ils vont interdire les Français de manifester, de se déplacer ou réduire leurs déplacements jusqu'en 2022, jusqu'aux élections présidentielles. C'est vrai qu'il y a un côté extrêmement liberticide dans tout ça. C'est quand même un peu particulier parce que finalement, on se dit... On a vu que le gouvernement avait péché par une grande inertie finalement au début de cette crise. Ouais. Et là, on voit que finalement la balance tombe de l'autre côté. Alors finalement, est-ce qu'il rattrape le retard ? Est-ce qu'il donne des gages à la population, comme le disait Maître Divisio, pour dire « regardez, on fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose » ou est-ce que finalement, il se complaise dans ces mesures liberticides ? Parce qu'on a du mal à imaginer que ce soit uniquement, je ne dis pas que ce n'est pas, mais que ce soit uniquement pour éviter les manifestations. Et si c'était les deux à la fois ? Finalement, les personnes âgées qui ont le plus de risques sur le Covid, on les rassure, et on sait que c'est l'électorat d'Estrosi. Sur Nice et la Côte d'Azur, il y a beaucoup de personnes âgées. On les rassure en leur disant « on fait très attention, on met sous l'étouffoir la population et pour que vous attrapiez pas le Covid, ce qui a une logique, mais jusqu'à un certain point, parce que toute la société peut pas s'empêcher de vivre non plus. On va pas priver nos enfants d'école, etc. Et comme on l'a fait avant. Et puis la deuxième chose, effectivement, il y a une volonté liberticide, parce qu'on sait qu'il y a une énorme colère des Français contre beaucoup de choses, que Macron déteste les Français quand il traite les gilets jaunes, les Français il les soutenaient à 70-80% de peste brune, quand des membres du gouvernement disaient que c'était le lit de l'humanité. Enfin, on voit bien qu'il déteste les Français, il leur envoie... Mais les Français, ils détestent aussi. La peste brune, c'était Darmanin, d'ailleurs. C'est bien les ministres de l'Intérieur. Donc on imagine qu'il va très bien gérer ces crises. Ah oui, et d'ailleurs, il y a des manifestations demain des gilets jaunes, on va voir ce que c'est, mais je pense que ça va être très dur contre les gilets jaunes. Je pense qu'ils vont tout de suite arrêter et essayer de bloquer les manifestations, parce qu'ils n'en veulent pas. Ils ont peur de cette colère sociale, et la meilleure façon d'empêcher la colère sociale, c'est de mettre le couvercle sur la cocotte minute et d'empêcher les gens de faire des lois liberticides pour les empêcher. Alors, il faut quand même préciser que pour ce qui est des mesures les plus coercitives, encore une fois, typiquement le confinement, il y a quand même une part des Français qui réclamaient ce confinement, qui le voulaient, qui avaient l'impression que c'était la bonne solution. Et c'était peut-être la bonne solution à l'instant T, c'est pas à moi d'en juger. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait une demande. Ah oui, c'était logique, puisqu'ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien, ils avaient laissé l'épidémie arriver en masse, sans rien faire. Ils avaient dit qu'il fallait, quelques jours avant, qu'il fallait sortir au théâtre. Alors voilà, ils votaient pour les élections municipales un jour avant le confinement. Et les Français, ça, on sait bien que le risque devenait énorme.
Et ils n'ont pas eu tort. Il y avait besoin d'un confinement de 2 semaines, sachant qu'en plus, on avait les mauvaises informations de la Chine. Par contre, ce qu'il aurait fallu faire un gouvernement responsable, c'est quand il voyait la remontée dans les hôpitaux français et le fait que la mortalité était beaucoup plus faible que prévu, il pouvait en plus tester quel était le taux de population qui était touchée par le Covid par des sondages aléatoires en prenant sur le territoire et en faisant des tests sur le territoire, soit des tests de Covid, soit des tests virologiques pour voir si les gens avaient attrapé. Donc il pouvait connaître le taux de mortalité et voir à ce moment-là qu'il fallait faire autre chose. Il aurait pu compter sur l'intelligence des Français. Reconnaître, on n'a pas de masques, on a foiré, puisqu'on a tout délocalisé, toute notre production de masques. La Chine ne veut pas nous envoyer, on n'a pas prévu parce qu'on était sur la réforme des retraites en janvier et février, donc on n'a rien fait, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. On oublie toujours qu'ils étaient sur la réforme des retraites à fond, juste avant le Covid, ce qui explique qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils étaient concentrés sur un autre sujet. Ils auraient très bien pu dire aux Français, on ne l'a pas, donc faites-vous un masque en tissu vous-même. Je veux dire, vous découpez un vieux t-shirt, vous mettez une ficelle et vous avez un masque en tissu le temps qu'on trouve des masques. Et ils auraient protégé les Français, effectivement. Et c'est mieux que rien dans tous les cas. Et c'est mieux que rien. Et ça aurait eu quelque chose d'assez marrant que les Français se remettent à faire du travail manuel. De couture. Voilà, et de la couture. Alors on a parlé de ces mesures liberticides, il y en a une autre qui commence à poindre, qui poursuit son chemin, c'est finalement une forme de censure insidieuse. Alors on a vu presque dès le début de l'épidémie que les réseaux sociaux se mettaient tout de suite à être particulièrement vigilant quant aux publications qui étaient faites. On avait vu d'ailleurs que, je crois que c'est le fameux check news de Libération, sans me tromper, ou l'autre du Monde, qui avait considéré qu'une des vidéos du professeur Raoult était une fake news et qu'il fallait donc pas la pousser pour qu'elle soit visible. Il y a le petit bandeau sous chaque vidéo qui parle du Covid avec un lien vers l'OMS, qui, c'est vrai, nous informe particulièrement bien en temps et en heure. Et on a vu cette semaine une nouvelle vidéo du professeur Raoult, donc une vidéo postée sur la chaîne de l'IHU Méditerranée, qui a disparu. Elle a été supprimée par YouTube. Il n'y a pas d'explication quand on est supprimé de YouTube. On en sait quelque chose à TV Liberté. Mais visiblement, ça aura un lien avec le fait qu'il explique que la chloroquine fonctionne. Oui, tout à fait. Il dit ça, et alors, juste une petite parenthèse, à mon sens, à bon escient, puisque le meilleur test a été un test grandeur nature. Quand la fake news du Lancet, donc officielle et reprise par tous les médias, a été lancée, comme quoi la chloroquine était très dangereuse et pas efficace, cette étude a duré 2 semaines, puisqu'elle a été démontée. On a vu que c'était une immense fake news envoyée par les médias et non censurée. Et bien à ce moment-là, tous les pays ont arrêté pendant 2 semaines, tous les pays qui prescrivaient la chloroquine, comme la Suisse, ont arrêté pendant 2 semaines de prescrire la chloroquine. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un quadruplement du taux de mortalité quelques jours après cela. En Suisse, un plateau pendant 15 jours, et après une division par 4 de la mortalité. Et pareil dans tous les pays qui ont eu la même attitude de la Suisse, qui sont nombreuses. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'en fait, pourquoi il y a cette censure ? C'est qu'en fait, Raoult, moi, je trouve qu'il est extrêmement brillant. J'écoute scientifiquement ses vidéos, les gens qui travaillent avec lui. Je veux dire, c'est un travail remarquable. Il travaille sur le terrain, il met les mains dans le cambouis et il sait ce qu'il dit. Il dit que les tests, il y a beaucoup de faux positifs. Il le démontre, il explique pourquoi. Puis alors après, tout le monde finit par dire ce qu'il dit. Et cela, c'est vrai pour beaucoup de choses. Il y a un échec total des grands pontes, de beaucoup de grands pontes de la médecine française, en tout cas de ceux qui semblent diriger et qui vont à la télévision. Et qui sont dans le conseil scientifique. Et qui sont dans le conseil scientifique. D'ailleurs, on a menacé de porter plainte contre Raoult, parce qu'il n'y a pas que la censure vidéo, il y a aussi les attaques en justice. C'est le directeur de la PHP qui a menacé de porter plainte. Martin Hirsch, après avoir dit qu'il utilisait les ficelles du vieux complotisme, je crois. Oui, en fait, il citait juste un chiffre que venait de donner un médecin de la PHP qui disait qu'il y avait 40% de morts sur les gens qui étaient en réanimation à Paris. Et donc, que c'était un chiffre très mauvais, alors qu'il y en avait beaucoup moins à Marseille. C'est tout. Il dit juste la vérité et il est menacé d'attaquer en justice. Donc ça, c'est une autre forme de censure, mais ça montre quoi ? C'est qu'en fait, ils sont très gênés par leur médiocrité. Ils ont complètement raté là où Raoult, apparemment, a eu de bien meilleurs résultats, avec Marseille qui a beaucoup moins de morts sur le nombre de cas, beaucoup moins de morts dans toutes les conditions. Et donc, ça veut dire qu'ils sont très gênés de leur médiocrité. Donc, tout ce qu'il reste à eux, c'est la censure. Mais cette médiocratie qui est au pouvoir chez les médecins,
J'ai un ami qui est médecin à l'hôpital public et qui m'a dit que tous les médecins sont énervés à l'hôpital public de cette médiocratie qui défile sur les plateaux télé, qui prend des très mauvaises mesures. Donc ils en auront ras-le-bol, mais c'est pas vrai uniquement là-dedans, c'est aussi vrai au gouvernement. On voit bien la médiocratie. Moi, j'arrive plus à écouter une émission de radio ou de télévision où il y a des membres du gouvernement tellement le discours est indigent, indigeste et vraiment pas intéressant du tout. Et puis il y a aussi une médiocratie. Et je le dis parce qu'on passera tout à l'heure, je crois, à la partie économique. Il y a une méritocratie aussi dans certaines entreprises et dans pas mal de multinationales. Ça, les gens ne sont pas conscients. Et ça vient d'une chose, en fait. Il y a un bouquin d'Alain Deneau très intéressant sur la médiocratie. Pourquoi les médiocres sont en train de prendre le pouvoir partout? Et pourquoi ça pose des problèmes dans notre société? Quand vous avez trop de concurrence, les gens sont trop mis en concurrence. Il y a la peur du chômage, il y a tout un tas de choses. À ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Plutôt que de prendre des gens de bon niveau en dessous d'eux pour faire fonctionner l'entreprise, pour faire fonctionner le parti politique, eh bien, ils prennent des gens moins bons pour justement, et qui sont médiocres, qui leur doivent tout et qui ne vont pas les dépasser. Ce qui leur assure, effectivement, de garder le contrôle et le pouvoir. Et ça, je sais que ça se passe aussi en politique, et on le voit en termes de médiocrité, mais je sais par des amis qui travaillent dans les entreprises que ça se passe de plus en plus en entreprise. Et donc, ces médiocres qui gouvernent, qu'est-ce qu'il leur reste? Leur autorité, de dire on censure, vous êtes des complotistes, vous nous mentez. Et voilà ce qui explique en fait cette censure et l'arrivée d'une censure de plus en plus importante et qui va s'envenimer dans les années à venir. Alors j'aimerais revenir sur le professeur Raoult. Vous parliez des plaintes à son encontre. Il y a également la Société de pathologie infectieuse de langue française qui a déposé une plainte devant l'ordre des médecins. Alors une plainte qui, je crois d'ailleurs, a toutes les chances d'être caduque d'un point de vue purement juridique. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il l'accuse notamment de ne pas respecter le devoir de confraternité. Et on comprend très vite que c'est parce que le professeur Raoult a parlé finalement de conflit d'intérêts. Oui, c'est ça, et puis qu'il a montré que lui, il avait un traitement qui marchait et qui montrait quand même que leur traitement ne marchait pas. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser le devoir de confraternité pour faire taire les gens. Dès que vous faites la moindre critique envers un autre médecin, on même peut s'interroger implicite, si c'est très confraternel de déposer une plainte devant le Conseil de l'ordre dans ce cas-là. Tout à fait, ça ne s'arrête plus. Bien vu, effectivement. On a répondu à la question. Mais c'était un effet d'annonce, ça a été relayé dans les médias, etc. Et effectivement, finalement, c'est une plainte qui tombe à l'eau. Bien sûr. Alors on va passer effectivement, vous l'avez dit, à la partie économique. Vous l'avez vu, j'imagine, vous l'avez suivi. Emmanuel Macron était très fier de revenir agiter le plan européen réalisé de concert avec Angela Merkel. Ce plan européen, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Murer? Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'en fait, Macron et aussi beaucoup d'autres pays d'Europe ont très très mal géré cette crise avec une récession absolument énorme. Et donc, ils utilisent cela pour dire faut faire plus d'Europe, faut faire un plan de relance européen et donc avancer vers l'agenda fédéraliste. Parce qu'en fait, Macron, il a gagné de ce point de vue-là et contre l'intérêt des Français. C'est qu'en fait, on a un début de budget européen avec un budget sur quelques années, ce qu'on n'avait jamais eu. On a aussi un impôt européen qui va arriver pour rembourser les dettes qui sont creusées par cela. Donc, il a fait avancer l'agenda fédéraliste. Et alors, j'ose vous poser une question pieuse, j'allais dire. Oui. La France est-elle gagnante dans ce plan? La France est clairement perdante, tout le monde l'a montré. En fait, on reçoit 40 milliards d'euros de l'Union européenne, mais on va avoir des devoirs pour contribuer entre 70 et 80 milliards d'euros. Donc en fait, par famille française, c'est comme si on donnait, si on le fait par famille française, c'est comme si on donnait à peu près 600 euros par famille. On lui disait, par contre, on va vous demander dans 1 ou 2 ans de nous rembourser 1200 euros, donc le double. Donc on voit Bien belle opération. Voilà, belle opération. On n'est vraiment pas gagnant. Alors en plus de cela, on a pris quelque chose, on va prendre cher, parce que la réforme des retraites est imposée. Pour obtenir cet argent, ces 40 milliards sur les 80 milliards qu'on a donnés, eh bien, il faut en plus qu'on fasse la réforme structurelle des retraites. C'est Clément Beaune qui l'a annoncé dans Ouest France. Donc, les journalistes disent certains journalistes disent que c'est des fake news. Non, ils l'ont annoncé dans Ouest France. De toute manière, c'est marqué dans ce traité du plan de relance européen qu'il y aura des réformes structurelles. Donc on y perd parce qu'on paye plus qu'on reçoit. On y paye parce qu'on perd parce qu'on va devoir faire des réformes structurelles qui vont... Pour rembourser donc ce qu'on ne reçoit pas, en gros. Même pas, mais c'est comme ça. Réformes structurelles et donc des retraites. Donc il va remettre les gens dans la rue, donc il va recasser l'économie. On y perd parce qu'en fait ce plan est beaucoup trop petit. C'est 40 milliards, 2% du PIB, alors que le PIB a chuté de 10%. Donc c'est un plan trop petit qui arrive à partir de début de 2021.
et 2022 et 2023, donc beaucoup trop étalé dans le temps, alors il faudrait donner une impulsion, et donc on y perd en fait sur tous les sujets. Et en plus, il est complètement saupoudré. Il y a des petits morceaux pour faire plaisir à tout le monde, donc il n'y a aucune puissance. Puis de toute façon, on y perd forcément, parce que dans l'Union européenne, on ne peut pas relancer. Parce que cet argent-là, en fait, si on fait des marchés publics, il y en aura beaucoup, dans l'Union européenne, on n'a pas le droit de réserver le marché public aux entreprises françaises. Ils doivent être ouverts aux entreprises mondiales. Donc on va sans doute dépenser de l'argent pour donner des contrats à des entreprises, peut-être chinoises, américaines, qui produisent etc. moins cher. Oui. Qui produisent moins cher. Et là, on a vu le pathétique de l'absence de souveraineté avec Bruno Le Maire, puisqu'il y a une partie du plan, c'est pour les bâtiments, et il a été obligé de supplier, et il l'a dit lui-même, je supplie les professionnels du bâtiment d'embaucher des Français, pas du travail détaché, et donc des étrangers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le pouvoir n'a plus de pouvoir, il est complètement nu, il est obligé de supplier parce qu'il a donné son pouvoir à l'Union européenne, et en fait, il ne peut pas relancer. On est dans un piège. On imagine que ce serait efficace, évidemment. Ah non, ça ne va pas être terrible. Alors, en juin dernier, on avait déjà connu une grosse partie de cette crise. On avait déjà connu le confinement, qui a eu des implications économiques particulièrement violentes. Se réunissaient les grands de ce monde, du monde économique en tout cas, au fameux forum de Davos. Une hypothèse a été lancée, c'est le fameux grand reset. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. De quoi s'agit-il en réalité? Que permettrait-il? Est-ce que c'est sérieux? Tout le monde en parle, alors parlons-en. Christine Lagarde en avait parlé quand elle était présidente du FMI déjà en 2014 en disant la prochaine crise financière sera tellement violente qu'il faudra tout remettre à zéro. Alors effectivement, et ça s'agite un peu dans les élites mondiales, notamment de la finance, pour parler de grand reset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils voudraient remettre un peu le compteur des dettes publiques à zéro, par différents moyens. Ils vont pas, vous en faites pas, ils vont pas tuer l'assurance vie où vous avez la dette française dans votre portefeuille, mais par différents moyens, ils voudraient remettre la dette publique beaucoup plus bas. Alors, première chose, ça leur servirait. Mais ça ne servira pas au peuple. Parce que, en fait, ça veut dire qu'ils retrouvent des marges de manœuvre en termes de dette publique pour sauver encore et encore les multinationales et leurs copains et rester dans le même système économique. Donc, c'est pas du tout un intérêt pour le peuple et c'est trompeur parce qu'ils disent c'est un cadeau parce qu'on aura moins de dette publique. Mais en fait, comme on continue dans le même système, c'est un problème. Or, le système aujourd'hui, on baissera le curseur, autrement dit, mais il faudra toujours continuer à rembourser une dette, même si elle a été amoindrie, quoi. Non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est vrai, mais surtout, ils vont pouvoir refaire plus de dettes pour sauver leurs copains à chaque fois. Crise de 2008, ils ont sauvé leurs copains. Crise aujourd'hui, ils sauvent par exemple Peugeot en leur donnant des milliards, en prêtant des milliards pas chers qui sont liés à l'État. Mais derrière, Peugeot délocalise. Donc les Français, ils sont perdants, puisqu'on va continuer dans le même système économique. Et moi, je pense que la crise économique ne sera pas si violente que cela. Alors, peut-être que je me tromperai, il y a des inconnus. Non, mais il faut être optimiste, vous avez raison. Même pas, mais c'est ce que j'ai regardé en faisant mes études d'analyse économique, en regardant tous les chiffres. Aux États-Unis, ça repart assez vite, parce que, bien sûr, le plan de relance est plus rapide qu'avec l'Union européenne. Et ça repart pas mal, on est en dessous, mais ça commence à être bien. À part s'il y a un choc exogène avec notamment la présidentielle américaine qui arrive dans un mois, et là, il peut se passer des choses graves, mais s'il ne se passe pas de choses graves là-dessus, probablement que l'économie ira pas si mal. Par contre, on va avoir une économie à deux vitesses. Aujourd'hui, on a des marchés financiers américains qui sont au même niveau que pendant la crise de 29 ou la crise de 2000, aussi chers. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait la grande chose cachée de ce plan de relance mondiale en fait qui a eu lieu, c'est que toutes les banques centrales impriment de la monnaie, de l'argent public, et qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce qu'elles vont vers les pauvres, vers l'économie réelle, pour relancer les PME de monsieur et madame tout le monde, pour faire un projet de transition écologique, construire de la production d'hydrogène, des centrales électriques? Pas du tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans les marchés financiers, ce qui crée une bulle boursière monstrueuse, et là, on est parti pour probablement une des plus grosses bulles boursières du siècle, parce qu'on est déjà quasiment le niveau de 29, avec des conséquences pas possibles quand elle explosera. Après, on ne sait même pas comment elle pourrait exploser, parce que normalement, c'est la banque centrale qui crève les bulles, parce qu'effectivement, ça devient trop dangereux. Or, comme c'est la banque centrale qui crée les bulles maintenant, et qu'elle le sait, et qu'elle continue, elle va les faire monter sans arrêt. Ça fait une bulle boursière, mais ça va faire aussi une bulle sur l'immobilier. Donc les gens vont être très perdants, les petites gens, les PME, puisqu'on relance les multinationales, on enrichit les plus riches qui vont pouvoir acheter de l'immobilier, l'enlever. Et de l'autre côté, les gens pauvres et de classe populaire n'auront plus de moyens, moins d'emplois. Ils vont devoir payer des impôts pour les plans de relance. Et en plus de cela, ils auront des biens immobiliers de plus en plus chers avec des difficultés à se loger. Donc là, on a un vrai problème, quoi. Et alors finalement, est-ce que, pour conclure cette émission, on peut dire qu'une crise était latente et que le Covid l'a précipitée, ou est-ce qu'une crise devait arriver et que le Covid a permis d'expliquer pourquoi elle arrivait?
Peut-être, mais elle n'était pas pour tout de suite, la crise. Les marchés financiers étaient un petit peu comme en 1999. Il y en avait au moins, c'est-à-dire en pleine folie spéculative, mais c'était au début de la folie. Il y avait encore du temps à venir. Donc, et d'ailleurs, et ça continue. Il y a eu une cassure, et là, ça a repris. Les marchés financiers sont au-dessus. Mais par contre, le sujet, c'est qu'on va avoir des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, une injustice et une inégalité, parce que l'argent public utilisé pour les milliardaires, mais pas pour les petites gens et pour nos projets, pour les projets de l'État. Et en fait, on est vraiment dans une forte crise. La seule réponse de fin de ça sera une crise sociale, une crise politique, quoi, sur laquelle on va aller tant que les gens ne font rien. Le monde va continuer à tourner comme ça, avec des inégalités croissantes, criantes et assez terribles. Merci beaucoup Philippe Murer d'avoir participé à nouveau à cette émission. Merci beaucoup. Je rappelle quand même le nom de votre dernier livre, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, de mettre le pouce en l'air et de partager cette émission en attendant que l'on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.